Au sommaire de ce 13h, un cas de vol de compteur de la SONEB, la Société nationale des eaux du Bénin, déjouée à Damagourou dans le premier arrondissement de Parakou. Les faits se sont déroulés dans la nuit de ce mercredi 2 au jeudi 3 octobre pendant qu'il pleuvait. Les précisions dans ce 13h, plus de 2 semaines après la reprise des classes dans les écoles, certaines difficultés persistent. Au nombre de ces difficultés, le déficit d'enseignants, c'est le cas à l'école primaire publique de Titirou où certaines classes sont encore sans enseignants. Constat fait ce matin, mois d'octobre au Bénin, mois rose dédié pour les cancers féminins, à savoir le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Les spécialistes de la santé se mobilisent pour sensibiliser les femmes sur les facteurs de risque et sur les préventions. La gynécologue Yasmine Rouzangbe Adouko nous parle du cancer du sein dans ce 13h. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Merci de nous préférer. Plusieurs salles de classe restent toujours fermées dans certaines écoles primaires publiques de Parakou. Depuis le 16 septembre dernier, date de la rentrée scolaire 2024-2025, certaines classes de groupe pédagogique ont toujours le porte fermée pour défaut de manque de personnel enseignant. D'après le constat fait par une équipe de la rédaction à l'école primaire publique de Titirou, dans la première circonscription scolaire, certains apprenants déambulent dans la cour de l'école pendant que leurs camarades suivent des cours en classe. Le directeur de l'EPP Titirou Groupe B, David Dabadé, confirme ce manque d'enseignants et explique que des démarches sont déjà menées auprès de la hiérarchie pour corriger le tir. On l'écoute. Nous avons le problème du personnel. Actuellement, nous avons le CP qui n'a pas du tout d'enseignant. Ça, c'est depuis l'année passée. J'ai signalé ça à mes chefs hiérarchiques. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore envoyé un enseignant. Donc, j'étais obligé de fermer momentanément cette classe-là d'abord parce que la sécurité des enfants nous incombe. Et on ne peut pas les laisser seuls dans une salle de classe sans enseignant. Et hormis cela, c'est que dans les autres groupes aussi, c'est pareil. Vous allez dans le groupe A, le C1 est fermé, faute d'enseignants. Vous allez au groupe C, le C1 aussi est fermé, faute d'enseignants. Vous allez au groupe D, le CP est fermé, faute d'enseignants, et ainsi de suite. Donc dans tout le complexe en général, nous avons manque d'enseignants. Nous avons déjà mené les démarches vers l'autorité et nous lui avons signalé ce qui se passe à Titirou, comme quoi nous avons manque d'enseignants. Et sans vous mentir, l'autorité a promis que très bientôt les enseignants seront envoyés sur le terrain. Ce dernier rassure les parents des apprenants concernés que dans les brefs délais, les enseignants ont déployé dans les écoles qui font face à ce manque pour permettre aux apprenants de répondre normalement, de reprendre donc normalement avec les activités pédagogiques. Ils profitent également de cette occasion pour amener les parents à se mettre au pas dans l'achat des fournitures scolaires aux apprenants pour qu'ils puissent reprendre avec les fournitures scolaires. On écoute David Davidé, directeur de l'EPP Titirou Groupe B. Je peux vous rassurer que ça promet, parce que l'enseignant, nous sommes des praticiens, on sait comment les prendre lorsqu'ils seront à notre niveau. Parce que si les enseignants viennent maintenant, on doit leur faire appel. Et quand ils vont prendre les classes, nous en tant que directeurs, nous sommes là pour veiller à ce que le programme soit suivi comme cela se doit, pour que les enfants ne perdent pas l'année. Et ils ne doivent même pas le perdre parce que c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour les appuyer. Au niveau des parents, c'est que nous leur avons dit de se préparer parce qu'il y a les fournitures qui sont là. Quand les enseignants seront là, il ne faudrait pas qu'on ne commence pas à traîner encore pour dire qu'il n'y a pas de fourniture, qu'on n'a pas acheté cahier, on n'a pas acheté bic. Non. Il faut que les parents s'apprêtent conséquemment pour qu'à l'arrivée de ces enseignants-là, ils puissent effectivement démarrer les cours
pour le bonheur de nos apprenants. C'est une difficulté à laquelle les écoles primaires publiques sont confrontées à chaque rentrée scolaire. Insuffisance de mobilier. Cette année encore, plusieurs écoles enregistrent cette difficulté. C'est le cas à l'école primaire publique Sinangourou. Conséquence, les écoliers se retrouvent à 5 sur une table banc. Une disposition qui ne permet pas aux apprenants de suivre convenablement les cours. Outre cette difficulté, l'école ne dispose que d'un pan de clôture, ce qui favorise les actes de vandalisme et d'autres actes qui portent atteinte aux mœurs. Extrait des propos de Igor Dosouyovo, directeur de l'école primaire publique Sinangourou, groupe B. Les enfants sont assis à 4-5 sur des tables à 2 places. Il y a 5 apprenants. Et pour écrire, ils se couchent sur le sol à plat ventre pour pouvoir recopier les leçons. Parce qu'une table à 2 places ne peut pas suffire pour déposer 5 cahiers. Et puis, c'est le cahier d'activité. Et lorsque les enfants déposent déjà 3 cahiers sur une table à 2 places, il n'y a plus de place pour un autre apprenant pour pouvoir faire son devoir. Après le problème de mobilier, nous avons le problème de clôture. Nous avons une demi-clôture qui ne nous rend pas la tâche facile. Il y a des actes d'incivisme, des actes de vandalisme qui se remarquent chaque fois. L'école est souvent un lieu de rendez-vous de plusieurs tourtereaux. Tous les soirs, vous venez ici. Même les vérandas des bâtiments sont des lieux pour les ébats sexuels. Et c'est tous les jours, vous venez ici entre 20h et 0h, vous voyez des jeunes dans les vérandas des bâtiments en train de tenir des rapports sexuels. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait dans le quartier. Face à cette situation, le responsable de l'école sollicite l'aide des autorités à divers niveaux et des personnes de bonne volonté. Suivant un peu plus de précision, les propos du directeur de l'école primaire publique Sinangourou, groupe B, Igor Dosouyovo. Quelques soucis avec cet élément. Nous restons toujours dans le même registre. Éducation, c'est une préoccupation souvent négligée, bien qu'elle soit essentielle pour garantir la santé des consommateurs. Il s'agit de l'hygiène autour des mets servis dans nos établissements primaires et secondaires. Depuis la rentrée scolaire, le 16 septembre dernier, les vendeuses de repas ont repris leur activité dans les écoles. Mais quelle hygiène ces revendeuses maintiennent-elles autour des repas proposés aux apprenants et comment ces derniers perçoivent la qualité de ces repas? Éléments de réponse dans ce reportage d'Akila Stako. Il était 9h50 lorsque la sirène retentit au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, signalant une pause pour les élèves. La récréation de 15 minutes pouvait alors commencer. Pendant l'année scolaire, l'hygiène alimentaire, bien qu'essentielle pour garantir la santé des consommateurs, semble parfois reléguée au second plan. Pourtant, elle représente une condition incontournable, surtout dans les établissements scolaires secondaires. Au lycée Mathieu Bouquet, plusieurs élèves interrogés se disent satisfaits de la qualité des repas et de l'hygiène maintenue par les vendeuses. Sandrine et Naïm, 2 élèves du lycée, expriment leur satisfaction à ce sujet. Quand nous allons manger au réfectoire, nous regardons le manger de celle ou celui qui est bien servi. Nous allons chez elle. Les mangers sont bien couverts. Quand tu vas au réfectoire, ils t'appellent, ils te chérissent. Par rapport au mets du réfectoire, j'apprécie, mais c'est pas tout. Il y a des vendeuses qui accueillent bien et d'autres qui n'accueillent pas. Par rapport à leur hygiène, c'est bon, mais pas tout. Il y a d'autres, c'est sale. Si tu veux bien manger au réfectoire, c'est mieux de prendre la bouillie. À l'école primaire publique Sinangourou, dans le premier arrondissement de Parakou, les observations sont similaires. Cependant, les écoliers rencontrent souvent des difficultés pour s'acheter à manger lorsqu'il pleut, une situation qui complique leur quotidien. Akimat Aruna, élève à l'EPP Sinangourou, raconte les obstacles auxquels elle et ses camarades sont confrontés. Quand il pleut, on n'arrive pas à aller manger au réfectoire. Je veux qu'ils aient du ringa. Du côté des vendeuses, tout affirme avoir pris des mesures nécessaires pour garantir le respect des règles d'hygiène. Consciente des dangers encourus par les élèves en cas de non-respect de ces normes, elle redouble de vigilance. Jawara Salifou, vendeuse à l'EPP Sinangourou,
confirment cet engagement. Les matins, on a une femme qui vient d'abord balayer avant notre arrivée. Nos nourritures, là, on prend soin de ça de la maison. Et tout est chaud. Et ils ont enlevé des maîtresses qui viennent nous contrôler chaque matin. Vendre de la nourriture dans un établissement scolaire est une activité strictement encadrée. Stania Lukutu, surveillant général du lycée Mathieu Bouquet, précise les modalités de sélection des vendeuses afin d'assurer une offre alimentaire saine et sécurisée pour les élèves. Pour recruter les dames qui vendent les aliments au réfectoire, au lycée Mathieu Bouquet, la personne intéressée par la vente adresse une demande à l'administration. Ça va au provisorat et le proviseur donne son accord ou renvoie le dossier à la surveillance. C'est la surveillance qui étudie, toute l'équipe de la surveillance, et voit la possibilité par rapport au mets demandé. Quand la demande est retenue, nous appelons celle qui a fait la demande et nous lui donnons les instructions. Une hygiène irréprochable est la garantie d'une bonne santé pour les consommateurs, en particulier les élèves. Il est donc crucial de ne pas négliger cet aspect fondamental au sein des établissements scolaires. Autre volet de l'actualité, la police républicaine, doublement endeuillée, le sous-brigadier de police Aniklas Mak Aokpanou s'en est allé, agent en service au commissariat frontalier de police. Il a été abattu au cours d'un braquage survenu dans la nuit du mercredi 2 octobre 2024 à Kaswala, un village de l'arrondissement de Tchaourou. Selon les informations, il a été attaqué près de la forêt classée non loin du poste avancé de Patako. Son corps a été transféré à la morgue de Parakou et une enquête a été ouverte pour élucider les faits. Mais dans la même veine, Paul Chogou, figure emblématique de la brigade criminelle, n'est plus. Ça a été éteint ce mardi 1er octobre 2024, victime d'un accident de circulation. Paul Chogou avait pris part à une enquête dans le dossier de coup d'État impliquant Olivier Boko et Oswald Omeki. Connu pour son expertise dans les procédures criminelles, il était un modèle d'abnégation pour la justice béninoise. Sa disparition laisse une grande tristesse dans le rang de sa famille, aussi bien que dans celui de la police, celle donc de la police républicaine. Je l'annonçais en titre, un cas de vol de compteur de la SONEB, la Société nationale des eaux du Bénin, déjoué à Damagourou, dans le premier arrondissement de Parakou. Les faits se sont déroulés dans la nuit de ce mercredi 2 au jeudi 3 octobre, pendant qu'il pleuvait. Ce cas de vol a été déjoué grâce à la vigilance des riverains qui, malgré la pluie, ont constaté cette anomalie, chose qui a réveillé ces derniers qui se sont mis aux trousses du voleur dans la course. Il a préféré laisser tomber le compteur avant de s'échapper. Le récit des faits avec ce témoin qui a requis l'anonymat. Ce matin, après la pluie là, à 2h et quelques comme ça là, donc on a sorti pour en train de sécuriser le quartier. Donc c'est de là on a vu un monsieur en train de venir et il a porté par-dessus noir avec pantalon noir. On l'a arrêté. Il ne veut pas s'arrêter, donc c'est de là on a commencé par le poursuivre. Et lorsqu'il voulait qu'on l'arrêter, en même temps il a jeté un compteur de SONEB et c'est de là on a vu que c'est le compteur de SONEB qu'il est parti voler. Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, a eu un tête-à-tête avec Faure Gnassingbé, président du Togo. Et cette rencontre s'est tenue en marge de la deuxième session parlementaire ordinaire de l'Assemblée nationale togolaise pour l'année 2024. Les échanges ont eu lieu à Pia, dans la préfecture de la Kosa, et ont principalement porté sur les relations d'amitié et de coopération entre le Togo et le Bénin. Selon des sources proches de l'entretien, Louis Vlavonou a saluer les efforts du président togolais pour la consolidation de la paix, la stabilité ainsi que les actions menées contre le terrorisme. À noter également que l'homologue ivoirien de Louis Vlavonou, Adama Bictago, a également été reçu par le président Faure Gnassingbé à cette occasion.
Écho de la Marina à présent, la ville de Ouidah sera bientôt dotée d'une académie logistique au profit des forces de défense et de sécurité. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 2 octobre sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. L'académie sera ouverte au personnel des forces de défense et de sécurité ainsi qu'au personnel civil spécialisé dans les fonctions de la logistique. Selon le relevé du Conseil des ministres, cette décision vise à renforcer les capacités du personnel armé afin de faire face efficacement aux défis sécuritaires en Afrique et plus particulièrement dans la sous-région. Suivez pour plus de précision les explications du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Rumbedi. Pour faire efficacement face aux défis sécuritaires en Afrique et plus particulièrement dans notre sous-région, une plus grande professionnalisation des armées est requise, notamment à travers le renforcement de capacités des personnels en matière de logistique. À cet effet, notre pays a engagé des discussions avec des partenaires européens en vue de la mise en place d'un centre de formation répondant aux normes et standards internationaux, d'où la création de la présente académie basée à Ouidah et dont les statuts ont été, par la même occasion, adoptés. Elle sera ouverte au personnel des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au personnel civil spécialisé dans une des fonctions de la logistique. Les membres du gouvernement ont également décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord d'établissement du Global Grund Institute. La ratification de cet accord va faciliter la monétisation des actifs nationaux liés au carbone. Wilfried Léandre-Rumbedi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, se fait plus précis. Le GGGI est nanti du statut d'organisation internationale intergouvernementale depuis octobre 2012 et travaille avec de nombreux pays à travers le monde pour promouvoir la croissance économique durable. Il en est de même s'agissant de la lutte contre le changement climatique. Cette institution fournit également des conseils techniques en mobilisant des financements et en facilitant le partage de connaissances et de bonnes pratiques. L'adhésion de notre pays à son accord d'établissement lui permettra de se faire accompagner en vue notamment du développement du cadre réglementaire et institutionnel pour faciliter la monétisation des actifs nationaux liés au carbone. Renforcement des moyens de secours et d'assistance aux personnes, le gouvernement dote le groupement des sapeurs-pompiers de moyens roulants. D'un montant global de 2,50 milliards, le lot est composé de 10 véhicules d'assistance et de secours, de 2 camions-citernes d'incendie et de 4 véhicules pick-up. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou qui a procédé à la remise de matériel au colonel Gomina Sani, commandant du groupement national de sapeurs-pompiers du Bénin, ce mercredi 2 octobre 2024. Cette dotation en matériel entièrement acquis sur le budget national est destinée à améliorer les capacités opérationnelles du groupement national de sapeurs-pompiers du Bénin. Écoutons les propos du ministre de l'Intérieur. Il parle du bien fondé de cette initiative. Ce matériel a été acquis sur fonds propres, c'est-à-dire avec les ressources de l'État, et pour un montant d'1,50 milliard de francs CFA. Il faut dire qu'il s'agit là d'un premier lot. Nous attendons un second lot qui est constitué des véhicules de même type pour le même montant d'ici la fin de l'année. Alors tout cela s'inscrit dans la nouvelle dynamique qui consiste à équiper nos unités, à renforcer leur capacité opérationnelle et à avoir aussi un meilleur maillage territorial. Je crois que c'est un grand pas qui vient d'être franchi. Nous avons commencé depuis environ 2 ans. Nous allons poursuivre et l'année prochaine encore, il est prévu que des engins soient acquis, toujours pour renforcer les capacités de nos unités. J'ai demandé au directeur du groupement national des sapeurs-pompiers d'en faire un bon usage, de faire en sorte que ce soit équitablement réparti sur toute l'étendue du territoire national pour que nos populations puissent en tirer le meilleur profit.
Les informations sportives, Jacques Degbé, bonjour. Bonjour, Daryl Menegan. Coupe du monde de Maracana, le Bénin qualifié pour les quarts de finale. Oui, le Bénin est en quart de finale de la première édition de la Coupe du monde de Maracana, dénommée Maramonde Abidjan 2024. Les Guépins décrochent les qualifs ce mercredi grâce à une grosse performance réalisée face à la France. Le Bénin a dominé tout simplement les Bleus, réalisant un score écrasant de 8-1 au Palais des Sports de Treichville. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe nationale des Guépins. Inter Miami, un nouveau trophée pour Messi. Ce jeudi, l'Inter Miami a dominé Columbus Crew 3-2 en Major League Soccer MLS. Un succès acquis grâce à un doublé de Lionel Messi, 45e et 45e minute plus 5, puis une réalisation de Suarez à la 48e minute. Avec cette victoire, la franchise floridienne a désormais la certitude de terminer à la première place de la saison régulière et a donc remporté le bouclier des supporters. Si l'Argentin a donc déjà gagné un nouveau trophée dans sa carrière, il faut rappeler qu'en MLS, le champion est seulement décidé lors des playoffs. On va terminer par une note de Ligue des Champions, la deuxième journée qui s'est terminée ce mercredi avec pas mal de surprises. Les grosses équipes qui ont eu beaucoup de mal ce mercredi. Le Real a perdu sur le terrain de Lille 1-0. Aston Villa a battu le Bayern Munich 1-0, tandis que Benfica a humilié l'Atlético de Madrid 4-0. À noter la victoire renversante de la Juventus sur le terrain de Leipzig 3-2, alors que la Juve était réduite à 10. Merci Jacques Degbé, c'était les informations sportives. Nous allons faire place maintenant au Journal Afrique. Mansourat Djibril, bonjour. Bonjour Dari. On commence par le Nigeria. Plus de 100 personnes disparues dans un chavirement de bateau. Plus de 100 personnes en sont portées disparues après qu'un bateau surchargé a chaviré dans le nord-ouest du Nigeria. Il s'agit d'hommes, femmes et enfants revenant d'un festival islamique nocturne. Le bateau transportait environ 300 personnes sur le fleuve Niger lorsqu'il s'est renversé dans le district de Mokwa dans l'état du Niger. Les médias locaux ont rapporté que 11 corps, dont 9 hommes et 2 femmes, ont été reperchés dans la rivière jusqu'à présent. C'est la 4e tragédie impliquant plus de 100 passagers dans le nord du Nigeria depuis la mi-2023. De nombreux corps n'ont jamais été retrouvés. On va finir par le Rwanda. Le pays va lancer des essais cliniques contre le virus Marburg. Le Rwanda a annoncé des essais cliniques pour développer un vaccin afin de contenir le virus de Marburg. Et la date du démarrage de ces essais cliniques n'a pas été communiquée par les autorités sanitaires. Le virus de Marburg a déjà fait 11 morts depuis le déclenchement de la maladie fin septembre. Afin de limiter tout risque d'accélération des transmissions, le ministre de la Santé surveille de près 410 personnes qui ont été déjà en contact avec des cas suspects. Merci Mansourat Djibril pour ces informations sur le continent. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir Epifan Chabi, c'est pour la revue de presse nationale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Faire face aux défis sécuritaires dans la région ouest-africaine, en particulier en Afrique en général, préoccupe le gouvernement. C'est dans cette dynamique qu'en Conseil des ministres de ce mercredi 2 octobre 2024, la création de l'Académie logistique de Ouidah et l'approbation des statuts ont été annoncés. Fraternité l'informateur, le matinal Les 4 vérités et l'autre quotidien, le meilleur éveil info et bien d'autres journaux en parlent et précisent que le Conseil a indiqué que pour faire efficacement face aux défis sécurité en Afrique et plus particulièrement dans la sous-région, une plus grande professionnalisation des armées est requise, notamment à travers le renforcement de capacités des personnels en matière de logistique. C'est un fait que dans la sous-région, les populations sont en proie aux affres de terrorisme qui ne cessent de faire l'actualité, révèle le matinal qui ajoute que malgré la volonté et l'engagement des forces de défense et de sécurité à contrer le fléau au point d'y périr souvent, c'est avec désolation que les populations continuent de subir les attaques
attaques terroristes de façon répétitive. Et face à cette réalité, il semble impérieux de mûrir les réflexions en vue d'appréhender efficacement le mal, fait observer l'informateur qui ajoute que sans doute, il paraît opportun pour le Bénin l'idée de la création de l'académie logistique. Et Fraternité fait savoir que c'est quand même un pas qui nourrit un brin d'espoir et il serait souhaitable selon le même journal que tout se déroule comme prévu et dans les délais requis. Ainsi donc, les fruits pourront tenir la promesse des fleurs et les populations pourront pousser un ouf de soulagement. Et d'ailleurs, conclut l'autre quotidien, leur vie et leur sérénité en dépendent. Toujours en conseil des ministres de ce mercredi 2 octobre 2024, le dimanche 5 janvier 2025, le corps électoral sera convoqué pour l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin au titre de la mandature 2025-2030. C'est l'autre décision prise à l'issue du Conseil des ministres et à cela s'ajoutent bien d'autres décisions dont entre autres un accord d'établissement du Global Green Growth Institute conclut les publications. Dans la suite de cette revue, Matin Libre s'intéresse à la situation socio-politique béninoise actuelle et précise qu'elle a de ressemblances avec celle de 2012 et 2013. À quelques différences près, c'est comme si le Bénin d'aujourd'hui, politiquement, est le même sous Yaé 12 ans plus tôt. Selon la publication, en 2012, sous le régime Yaé, l'atmosphère sociopolitique a été vicieuse par le dossier tentative d'empoisonnement et de coup d'État. Les Béninois voyaient éclater au grand jour une discorde entre le chef de l'État d'alors Boni Yaye et l'homme d'affaires Patrice Talon, principal soutien du régime jusqu'à l'éclatement de cette affaire. Et c'est alors que les partis politiques d'alors ont connu une certaine bipolarisation, rappelle le journal qui précise que d'un côté, ceux qui trouvent tirés par les cheveux la thèse de coup d'État et ceux qui n'y voient qu'une intrigue politique du régime Yaye pour se séparer d'un allié devenu encombrant. De l'autre côté, selon le même journal, ceux qui ne jugent pas Yaye et qui, sans même attendre le verdict de la justice, descendent dans les rues, les mosquées, les églises pour exprimer leur soutien à Boni Yaye et remercier Dieu qui a permis de déjouer le coup en préparation. Ce dernier scénario est encore perceptible aujourd'hui avec le dossier tentative de coup d'État dans lequel seraient impliqués Olivier Boko et Oswald Khomeki. Tous proches de Patrice Talon rappellent la publication qui ajoute que dès le lendemain de la révélation de la tentative supposée de coup d'État, des messages de soutien à Patrice Talon affluent de toutes parts. Ils viennent de partis politiques, notamment les deux partis siamois soutenant le régime de la rupture, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. À ce rythme, bientôt ce sont les sections villageoises d'arrondissement et communales des partis UPR et BR qui vont entrer dans la danse sur toute l'étendue du territoire national, annonce la publication qui précise que personnalités et groupuscules de personnes voudront chacun déclarer leur soutien au chef de l'État en ces moments si difficiles. De là à ce que les marches, mais ces prières pour le chef de l'État soient de retour, comme c'était le cas sous Yaé, il n'y a qu'un pas, conclut la publication. Parlons toujours politique cette fois-ci avec la Nouvelle Tribune qui rappelle qu'en 2016, Patrice Talon s'était appuyé sur la coalition de la rupture pour gagner les élections et prendre le pouvoir. C'était face à Lionel Zinsou qui prônait lui et ses soutiens la continuité, le second mandat de la rupture couvert son thème. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir ce qu'est devenu la coalition de la rupture qui avait porté l'actuel chef de l'État, se demande le journal. Après un peu moins de 9 ans, l'eau a coulé sous le pont et la coalition de la rupture, peut-on le dire ainsi, n'existe plus, même si le mot rupture caractérise toute la gouvernance de Patrice Talon. En dehors des personnalités qui sont passées de vie à trépas, les autres membres de cette coalition sont allés chacun dans sa direction et quelques-uns sont encore autour de Patrice Talon et participent à la gestion du pouvoir. Certains sont nommés également à des postes de responsabilité ou sont devenus membres des différentes institutions de l'État. Les autres classes des anciens membres de la coalition de la rupture sont composées de ceux qui se sont retrouvés en conflit avec la justice sous le pouvoir qu'ils ont contribué à installer et ceux qui ont pris leur distance face à la politique de Patrice Talon et ceux qu'on ne voit quasiment plus sur la scène politique nationale, fait remarquer la publication. En quelque sorte, conclut le journal, on pourra dire que la coalition de la rupture est rangée dans l'histoire. Et dans les dernières secondes, plusieurs publications nous informent que les présidents de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vravono, et de la Côte d'Ivoire, Adama Big Togo, ont été reçus par le président togolais Faure Essozimna Yassingbe le mardi 1er octobre 2024 à Pia dans la préfecture de la Kosa. Plusieurs sujets relatifs aux relations d'amitié et de coopération entre le Togo et leurs pays respectifs ont été passés en revue, conclut le matinal. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Fin de la revue de presse, fin également de cette édition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre radio. C'était le journal sur Fraternité FM.
vos plus belles émotions.